Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans Sénat Stream, votre émission de Public Sénat. Comme chaque semaine, on a le plaisir de recevoir un sénateur ou une sénatrice qui vient répondre à vos questions. Cette semaine, on reçoit Céline Boulay-Espéronnier. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bien Très heureuse installé? d'être là. Formidable. Super, tant mieux. On va passer une heure ensemble, Céline Boulay-Espéronnier. Avec grand plaisir. On va apprendre à vous connaître. Vous êtes sénatrice Les Républicains de Paris. On va apprendre à vous connaître. On va parler du Sénat. On va parler d'actualité. Bonjour à vous qui nous regardez actuellement sur Twitch. Je sais qu'il y a des petits problèmes en ce moment sur Twitch, mais rassurez-vous, vous êtes là, le chat est là, tout a l'air de fonctionner. Et au pire, si ça marche pas, vous refresh. Et ça marchera très bien. Bonjour aussi à vous si vous nous regardez sur Public Sénat, le canal 13 de la TNT. Céline Boulay-Espéronnier, comme je le disais, on va faire votre portrait. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle d'un sujet d'actu. C'est parti pour le moment actu. L'actu cette semaine, Céline Boulay-Espéronnier, c'est l'annonce par l'Élysée d'une émission qui va être organisée ce soir, ce mercredi soir, en direct sur TF1 et LCI. Le chef de l'État va prendre la parole en répondant à une longue interview de 2 heures sur le thème « Où va la France ?». Une émission qui fait beaucoup réagir, notamment dans votre camp politique, puisque la candidate du Parti Les Républicains avait prévu d'être sur l'émission d'une chaîne concurrente, BFM TV en l'occurrence, d'En Face à BFM. Beaucoup de réactions assez négatives. Vous les partagez, ces réactions négatives? Vous condamnez cette décision du chef de l'État? Oui, sans aller jusqu'à condamner, qui est quand même un grand mot. D'abord, il y aurait une courtoisie républicaine élémentaire qui était de dire, puisque ma principale concurrente politique fait une émission, peut-être j'aurais pu programmer la mienne à un autre moment, étant donné que c'est une émission qui n'est pas en direct déjà, mais enregistrée. Premier commentaire. Deuxième commentaire... C'est pas en direct ce soir? Je pensais. Non, elle a été enregistrée à l'Élysée, elle va être diffusée ce soir, donc il y avait quand même le choix de la date et du calendrier. D'accord, d'accord. Deuxième commentaire, on a l'habitude maintenant d'émissions fleuve d'Emmanuel Macron. 2 heures, ça me semble très très long, parce qu'au finish, la scientifique moelle qu'on en extrait est quand même relativement petite. Ça, on verra. On verra, mais je pense que... C'est mon sentiment, je peux me tromper, que les Français sont un peu lassés de ces formats d'émissions extrêmement longues. Possible. Et puis, troisièmement, on aimerait tous que M. Macron dise qu'il est candidat. Mais attends, avant ça, sur l'émission, disons les choses, il y a une fébrilité de la part de l'Élysée face à Valérie Pécresse. C'est aussi ça que ça dit. Je le pense, oui. Tout le monde attendait la désignation du champion de la droite le 4 décembre dernier. On sait maintenant que c'est Valérie Pécresse. On sait qu'elle a le format, enfin, qu'elle est la bonne candidate pour gagner. Et dans le camp Macron, ça sent un peu la panique. Et d'ailleurs, cette programmation d'émission le montre. Vous l'avez dit, vous souhaitez qu'Emmanuel Macron déclare sa candidature pour sortir du bois, sortir du flou qu'il entretient. Ceci étant, en 2012, Nicolas Sarkozy, à l'époque président de votre camp, lui aussi avait tardé à se déclarer candidat. Lui aussi avait fait des émissions pour parler de la crise à l'époque, c'était la crise financière. Ouais, mais... Est-ce que c'est pas un peu à chaque fois le même truc quand même? Oui, mais c'est marrant parce qu'on est toujours obligé de nous positionner par rapport à ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 12 ans. Moi, je ne sais plus ça. Ce que je vois aujourd'hui, c'est un calendrier qui est fixé de la part de l'exécutif sur le calendrier DLR. Voilà, ça a été le cas ces dernières semaines avec le Congrès. On a bien vu à chaque fois qu'il y a une réaction, à chaque fois qu'il y a une date qui est importante pour la droite républicaine, on a la Macronie qui se met en ordre de bataille pour essayer de contrer. Et ça se voit un peu comme le nez au milieu du visage. Et on atteint le paroxysme avec cette émission ce soir. Voilà. Et d'ailleurs, Valérie Pécresse a dû être déprogrammée. Donc quand je vous parlais de courtoisie, voilà, c'est... Il y a Terre Adhère qui vous demande est-ce que le temps de parole sera respecté, sachant qu'Emmanuel Macron va aussi intervenir sur la question de la crise sanitaire. Où là, lorsque le chef de l'État intervient sur des problèmes d'ordre régalien, sur des urgences, on considère que ce n'est pas un temps de parole de candidat. Oui. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de temps de parole, de mesure du temps de parole? Il y a un problème de mesure du temps de parole. D'ailleurs, le CSA a été saisi, c'est Valérie Pécresse qui l'a fait. Je crois même que Yannick Jadot l'a fait aussi. Donc il y a quand même une question vraiment à se poser avec des 2 poids 2 mesures. Et il y a effectivement une question de dépassement du temps de parole. Et tout temps de parole qui n'est pas comptabilisé dans le temps de parole du CSA est une plus-value pour l'exécutif. Donc il faut bien voir ça, et avec des candidats qui en face sont déclarés, sont dans le temps de parole qui a été décrété par le CSA, et par conséquent ça crée quand même une petite rupture d'égalité démocratique. Je rappelle juste pour nos auditeurs que le temps de parole du CSA c'est un tiers pour l'exécutif et le gouvernement, et le reste à parité pour les autres candidats déclarés, les autres formations politiques
y compris La République En Marche. Mais c'est quand même un tiers pour l'exécutif, c'est beaucoup déjà. Jusqu'au 31 décembre. Ensuite, on rentrera dans les règles de l'équité, puis de l'égalité. À partir du 1er janvier, oui. Il y a aussi une nouveauté avec Emmanuel Macron, mais même un peu avant avec les attentats de 2015, ce sont les allocutions présidentielles, ces fameux moments de prise de parole très solennelle du chef de l'État. Emmanuel Macron en a fait un usage important face à la crise du Covid. Il y a une question qui a également été posée par les internautes. Faut-il réglementer les allocutions présidentielles en termes de temps de parole? Là aussi, c'est un usage nouveau de cette... Toutes les questions sont bonnes à poser. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, fidèle à ce que je vous disais, à sa réputation, en a fait un usage quelque peu excessif et parfois sur des tons très martiaux, de nature d'ailleurs à inquiéter les auditeurs et les téléspectateurs, ce qu'on peut regretter. Mais de manière générale, on trouve que ce président, quand il prend la parole, le fait... à grand effort de détails, que c'est souvent très long. Et moi, j'ai entendu des élus parlementaires dire qu'ils n'iraient pas au bout de l'interview ce soir, parce que, somme toute, ils trouveraient certainement ça trop long. Maintenant, on va voir. Peut-être va-t-il faire des annonces extraordinaires. Moi aussi. Une question de Ravex qui vous demande... Pensez-vous qu'il faudrait intégrer la prise de parole, enfin le mesure de temps de parole sur les réseaux sociaux? Parce que le temps de parole du CSA, c'est à la télévision, à la radio, mais il y a aussi YouTube, il y a aussi Twitch, sur laquelle nous sommes en train de diffuser à l'heure actuelle. Là encore, c'est une excellente question. Et de toute façon, l'actualité nous force à nous poser ce genre de questions. Alors pour l'instant, ça n'est que, comme vous le disiez, le temps télévisuel, mais pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous seriez plutôt favorable à ça? Moi, je serais plutôt favorable, évidemment, parce que c'est pas moi qui décide, hein, c'est le CSA, bien sûr, mais parce que le temps de parole sur les réseaux sociaux compte pour un temps de parole politique, puisque ce sont des auditeurs et donc des électeurs qui écoutent. Donc la question se pose absolument. On va parler de vous, Céline Boulay-Espéronnier. C'est parti pour le portrait. Alors, je voulais vous demander d'abord, Céline Boulay-Espéronnier, quel a été votre parcours scolaire? Parcours scolaire? Ouais. Vous avez fait quoi comme bac? À partir de quand Non, comme bac, on va commencer au bac. Alors moi j'ai fait un bac à 2. Hein. Ça veut dire quoi, bac à deux de mon époque, merci de me rappeler mon grand âge. Je crois que même mon époque à moi, elle est passée. Non, c'était un bac totalement littéraire. Alors vraiment, moi j'adorais les langues. Pardon, mais j'étais vraiment pas bonne en maths du tout. Alors en physique, c'était guère mieux. Donc moi, je me destinais vraiment à faire un bac littéraire. Ouais. J'adorais l'anglais notamment. L'anglais notamment, d'accord. Si j'avais pas fait de politique, je me serais dirigée vers l'agrégation d'anglais. J'adorais l'anglais et j'adorais tout ce qui était communication. D'accord. Alors du coup, c'est la question que j'allais vous poser. Vous vouliez faire quoi plus tard? Parce que je suis sûr que sénatrice, ça faisait pas partie du plan. Je voulais être chanteuse. D'accord. Ou être femme politique. C'est pas vrai. Si. Ça voulait dire quoi, vouloir être femme politique? Dites-moi, ça voulait dire quoi? Alors en fait, j'avais cette culture familiale qui était qu'on se retrouvait vraiment autour des grandes émissions politiques de l'époque. Et c'était vraiment des temps politiques familiaux importants, du temps où il n'y avait pas les écrans d'ordinateur et on se retrouvait soit pour le 20h, soit pour les films, les séries emblématiques comme Dallas. C'était des temps politiques, c'était des temps familiaux importants et pour les grandes émissions politiques, notamment du dimanche ou l'émission d'Anne Sinclair qui était le dimanche soir. Il y avait une émission aussi qui était très connue, qui était le dimanche juste avant l'heure du déjeuner. Et ça m'a donné le goût de la politique très tôt. Mais alors c'est marrant ça, parce que beaucoup d'internautes aujourd'hui, notamment des jeunes, quand ils voient des politiques à la télé, ça a plutôt l'air de les dégoûter. Vous, ça vous attirait? Mais pourquoi? Il y a beaucoup de jeunes qui aiment la politique. Hein. Oui, mais peu les politiques. Il y a une forte défiance quand même des jeunes vis-à-vis du personnel politique. Oui, alors, mais vous, à l'époque, ça vous attirait? Il y a plusieurs raisons à ça. Mais aujourd'hui, la multiplication des écrans font aussi que les jeunes ne sont pas forcément avec leurs parents à regarder un écran principal ou deux. Et il n'y a plus cette communion aussi autour d'une grande émission politique qui pourrait donner le goût de la politique. Moi, pour mon histoire personnelle et mes enfants, c'est très simple. Hein. J'en ai deux, j'ai 2 adolescents à la maison. Ils aiment la politique, mais de très loin. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a plutôt été dégoûté de la politique parce que la politique a pris beaucoup de temps à sa maman. Hein. J'ai souvent été absente. L'autre qui s'intéresse à la politique, les deux ont ce prisme politique, mais pas forcément pour en faire. Je vous donne l'exemple de mes enfants à moi. Mais le fait que moi, j'en fais, ça leur a donné quand même le goût de l'observation politique, de la rhétorique politique. On en parle à table, par exemple. Mais après, pour les jeunes qui n'ont pas de parents, qui font de la politique ou qui n'ont pas ce goût-là, le fait de ne plus être focalisé sur des émissions politiques principales, qui étaient un peu des émissions stars, ça peut ne pas contribuer à leur donner le goût du débat politique. Voilà. Vous essayez de leur transmettre ce goût qui vous a été transmis, vous me le disiez tout à l'heure, vous? Oui, parce que pour moi, c'est le goût de l'engagement.
Voilà. Okay. Et l'engagement, ça dépasse bien entendu l'engagement politique. Mais la politique, c'est avant tout une affaire d'engagement. Et moi, je dis à mes enfants, engagez-vous dans quelque domaine que ce soit. Voilà. C'est important. Ça peut être le domaine associatif, mais la politique, c'est comme une grosse association. Est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution chez les jeunes vis-à-vis de l'engagement politique? Je le disais tout à l'heure, forte défiance des partis politiques, des syndicats, du vote également, mais vous le disiez vous-même, fort intérêt pour la chose politique. Vous analysez ça comment, vous, cette mutation chez les jeunes de l'engagement? Quoi, du manque d'engagement, vous voulez dire? Ou est-ce que vous pensez que les jeunes sont moins engagés qu'avant? Il faudrait leur poser la question. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais le politique n'a pas forcément su aussi, ne sait pas forcément comment donner le goût de l'engagement aux jeunes dans la longueur. C'est-à-dire que après, il faut pouvoir les mettre très jeunes sur des listes au municipal, par exemple. Il faut pouvoir leur donner des vrais postes à responsabilité politique. Or, souvent, on met les jeunes en queue de liste et on leur dit d'abord, t'observes quelques années, puis après, tu feras de la politique avec nous. Et je pense qu'il faut leur donner des responsabilités dès très vite, parce que finalement, on apprend sur le tas et au contact des électeurs. C'est intéressant parce que j'ai reçu sur ce canapé certains de vos collègues sénateurs ou sénatrices qui me disaient plutôt il faut de l'expérience, c'est pas facile, il faut attendre, qui me disaient exactement l'inverse de ce que vous dites. Vous dites non, il faut y aller, il faut investir des jeunes. L'expérience s'acquiert sur le terrain. Et moi, j'ai toujours pensé que, pour prendre le cas des municipales, parce que le maire et les conseillers municipaux, c'est les fonctions de proximité par excellence. Donc vraiment qui sont très au contact des électeurs. Il faut mettre des jeunes, mais on ne peut pas faire une liste que de jeunes, par exemple. Ça serait néfaste, parce que la politique, c'est une question de génération et de transmission. Donc il faut faire voilà, il faut faire des listes avec des jeunes qui apprennent au contact des plus anciens. Moi, j'ai appris comme ça. J'ai commencé à la politique, j'avais 24 ans. Alors vous avez commencé aujourd'hui, c'est pas si jeune que ça, mais à l'époque, c'était très jeune. Ouais. Et j'ai commencé par être sur une liste où j'étais en position non éligible. J'étais 32e. Vous pouvez expliquer aux internautes qui nous regardent ce que veut dire quoi, position éligible sur une liste? Alors, prenez le cas de Paris, par exemple. Dans un arrondissement, vous avez une liste et à la proportionnelle, vous êtes élu au prorata du nombre de voix et d'électeurs qui ont voté pour vous. Donc, vous avez le maire, puis après, vous avez, pour prendre le cas de Paris, les conseillers de Paris, c'est-à-dire les conseillers municipaux. Puis après, vous avez les conseillers d'arrondissement, l'équivalent des conseillers municipaux, mais au niveau de l'arrondissement. Puis après, vous avez en queue de liste des gens qui ne sont pas élus. Par avance, qui ont très peu de chances d'être élus. C'est ça qu'on dit non éligible. On m'a mise en position inéligible. J'ai appris en observant, en regardant, en participant à la campagne. Alors d'abord, vous faites du collage, vous faites des tractages, vous allez regarder ce qui se passe dans les bureaux de vote. Et puis, grâce à ça, j'ai pu connaître le maire de l'époque. Donc j'ai fait ma première expérience électorale et puis j'ai dû attendre quelques années pour être élue à sa demande, puisque grâce à ça je l'ai connu, c'était Pierre-Christian Tétinger à l'époque, qui était sénateur maire du 16e. Du 16e arrondissement de Paris, du 16e arrondissement. Et grâce à ça, après j'ai eu ma vraie première expérience où il m'a dit je voudrais que tu t'occupes de culture avec moi en devenant adjointe au maire. D'accord. Ce qui pour moi était extraordinaire. Et donc vous êtes devenue adjointe au maire du 16e arrondissement chargée de la culture, à quel âge? Alors pas la culture au départ. J'ai été chargée d'un certain nombre de choses, mais qui tournaient autour du secteur culturel. J'avais 29 ans, ce qui pour un arrondissement comme le 16e était très jeune à l'époque. Et je succédais à une élue qui était là depuis 3 mandatures, qui avait 78 ans. Ça fait 15 ans, oui, plus. Voilà, et qui avait une grande expérience, mais qui souhaitait arrêter. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, on venait me voir en me disant « Mais vous êtes tellement jeune !» C'était un peu péjoratif. Parce que je succédais à une personne qui était bien plus âgée, qui correspondait à l'époque peut-être un peu plus à la sociologie de l'arrondissement. Et je répondais invariablement, vous savez, la valeur n'attend pas le nombre des années. Mais je travaillais beaucoup. Et on acquiert, les jeunes en politique acquièrent leur légitimité en travaillant. Très important, le travail. C'est-à-dire que si vous arrivez, que vous êtes élu et que vous rencontrez personne, que vous n'allez pas au contact des gens, que vous n'êtes pas engagé dans les conseils d'école, dans les lycées, dans les conseils d'administration, dans les associations, vous ne faites pas connaître et vous ne faites pas votre place. Il faut faire son trou. Être élu, c'est pas seulement venir au conseil municipal et dire ce qu'on pense, c'est aussi faire tout ce travail de terrain. Et vous incitez les jeunes à le faire, ça? Oui, bien sûr. Alors, certains jeunes manifestent leur désir de le faire, sont faits pour ça, d'autres un peu moins. Mais il faut tenter sa chance et ne pas hésiter à s'engager, encore une fois. Mais encore une fois, il n'y a pas que la politique, ça peut être le secteur associatif, ça peut être dans un club sportif, ça peut être dans plein de choses. Et l'expérience bénévole aussi, elle est importante. C'est l'école de la vie. Il y a IMO SC2 qui voulait vous demander d'où vient votre attachement à la droite. Parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent.
Pourquoi la droite? Qu'est-ce qui vous a séduit? C'était de famille? C'est un environnement personnel? Oui. Mes parents étaient de droite. J'ai une maman qui m'a beaucoup donné le goût de la politique et qui est d'origine polonaise, qui a été naturalisée à l'âge de 20 ans et qui est née en 1942 sous l'ère communiste en Pologne. Enfin, c'était. 42, voilà. c'était pas Non, encore c'est pas la communiste, c'était la guerre. C'était la guerre, mais elle a vécu toutes ces années sur l'ère communiste et qui m'a donné vraiment le goût de la politique, de se battre. Elle a été profondément marquée par ces années. Par l'URSS, du coup, j'imagine. C'est aussi ça, c'est le communisme. Par l'URSS, bien évidemment. Et j'ai vécu tout ça avec elle, et ses stress et ses angoisses. Et ça m'a donné le goût de me battre pour ma liberté, pour le droit de vote, pour tout ça. Comment est-ce que vous définiriez, Céline Boulay-Espéronnier, votre colonne vertébrale idéologique personnelle? Ça veut dire quoi être une femme de droite pour vous? Ça veut dire que déjà, c'est pas antinomique avec une certaine forme de modernité, et même la modernité tout court. Parce que souvent, on nous dit... Bon, question qui est très... Enfin, la réponse peut être très vaste. Hein, votre c'est la vôtre qui m'intéresse. Elle est très intéressante. Souvent, être de droite aujourd'hui, c'est synonyme d'être conservateur. Ouais, être conservateur, ce qui n'est pas forcément qu'un défaut, hein, ça peut être attaché à des valeurs, y compris des valeurs qui renvoient à des années antérieures, à une certaine forme de nostalgie, qui pour moi n'est pas un défaut. Mais c'est souvent, on veut nous cornériser souvent dans un espèce de conservatisme odieux qui fait qu'on ne se tournerait pas vers l'avenir et qu'on ne connaîtrait pas et qu'on aurait les pieds ancrés dans le passé. C'est vrai que c'est un peu le progressisme qu'on met par opposition conservatiste qui serait plus moderniste. Et c'est pas le cas pour vous. Voilà, pour moi c'est pas du tout le cas. On peut être de droite et tout à fait moderne et tourné vers l'avenir. Et j'aime à penser que c'est mon cas. Je suis arrivée en politique jeune, j'ai tout de suite été de droite et pourtant j'avais, je vous dis, moins de 30 ans. Être de droite, pour moi, c'est deux choses. Être ferme sur le régalien, c'est-à-dire être en demande d'autorité, de cadre dans la société, mais en même temps de liberté. Et c'est plutôt inciter qu'interdire, et donc être dans une forme de liberté encadrée. C'est un libéralisme politique. Mais quand vous dites quoi de cadre, c'est quoi? De la réglementation? Je vous donne un exemple. On parle beaucoup évidemment de la crise du Covid. Ouais, c'est un bon exemple. On parle de la vaccination. Encourager les gens à se faire vacciner. Le gouvernement ne fait pas ça? Voilà, leur expliquer. Moi, j'ai toujours trouvé que j'ai souvent trouvé que dans cette crise, ils ne le faisaient pas assez. Mais expliquer, encourager, faire appel à l'intelligence des gens, à leur intuition, à leur sens de l'observation. Et après, prendre des mesures si, par fronde, on fait prendre des risques aux autres. Voilà. Mais plutôt encourager, expliquer, plutôt que contraindre. Ça, c'est pour moi une notion qui est très importante. Donc vous l'avez dit, modernité, vous avez dit libéralisme, du coup plutôt, politique incitative plutôt que coercitive. Est-ce qu'il y a d'autres... Parce que vous parlez des valeurs de la droite, on a aussi une mutation de la droite, y compris, on l'a vu avec le Congrès Les Républicains, autour des questions de sécurité et d'immigration. Ça aussi, ça fait partie des valeurs que vous défendez? Bien entendu. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un espace de liberté qui est la République et qui est la démocratie si on ne respecte pas un certain nombre de règles. Et si on ne veut pas les respecter et qu'on met en danger autrui, là, il faut des sanctions, et il faut des sanctions fermes. Et on a l'impression qu'on vit dans une société où finalement ces sanctions ne sont pas assez fermes. Et c'est ce qui fait naître des sentiments extrêmes parfois. Et là, on se met en danger. Donc il est important, pour ne pas en arriver là, de vivre dans une société qui est encadrée. Une question qui m'a beaucoup été posée justement par des internautes quand on parlait de ça, sur les questions que j'allais vous poser, ils m'ont dit mais demande-lui en quoi est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas finalement un président de droite? Finalement, c'est pas le champion de la droite que vous avez jamais vu, Emmanuel Macron? C'est pas parce que vous prenez 3 ministres de droite que vous êtes de droite. Hein. Alors qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour être de droite, Emmanuel Macron, qu'il ne fait pas déjà? Déjà, moi je ne demande pas à Emmanuel Macron d'être de droite. Hein. J'ai tout ce qu'il faut dans ma famille politique et je compte sur elle pour revenir sur le devant de la scène et essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je reproche une chose essentielle à Emmanuel Macron, c'est d'avoir voulu, pour des raisons personnelles, faire voler en éclats le clivage gauche-droite. Le résultat, lequel est-il au bout de 5 ans? Une abstention record, avec des gens qui ont perdu leur repère, pour beaucoup, et puis des extrêmes qui n'ont jamais été aussi hauts. Donc, deux constats d'échec.
Donc on peut me dire qu'Emmanuel Macron est de droite. Pourquoi souvent les gens pensent ça? Parce qu'il a pris des ministres de droite. Mais ça ne fait pas de lui un président de droite. Moi, je n'oublie pas d'où il vient, pardonnez-moi. Et il a des ministres de gauche dans son gouvernement. En fait, c'est la jambe droite, la jambe gauche. La jambe droite, la jambe gauche. Je pense que beaucoup de personnes et d'internautes qui pensent qu'Emmanuel Macron est de droite vous répondraient que la politique qu'il a menée au cours de ces 5 années, maintenant on peut commencer à en faire le bilan, était tournée vers l'encouragement de l'entreprise, la baisse des impôts sur les ménages, la sécurité, la répression du mouvement des Gilets jaunes. Donc vous voyez, ils pourront vous dire que bon, bah oui, pour beaucoup d'observateurs, Emmanuel Macron ressemble quand même beaucoup plus à un président de droite qu'à un président de gauche. L'explosion de la dette publique, le centralisme parisien. Je vous prends un exemple, les 80 km/h qui ont été décidés sans concertation. Pour moi, être de droite, c'est être à l'écoute des élus locaux, être à l'écoute de la population. Et on ne décide pas de mesures comme ça qui vous mettent les gilets jaunes dans la rue, où il n'y a pas de concertation. Voilà, c'est ça. Ça, pour moi, c'est le désordre. La droite, c'est l'ordre. Hein, c'est ce que je vous disais. Et c'est le cadre. Oui, il aura peut-être pris des mesures qui s'apparentaient à des mesures qu'aurait pu prendre la droite. Hein. Il faut pouvoir arriver à le reconnaître. Mais pour moi, ça ne fait pas de lui un président de droite. Et il était ministre de Hollande, tout de même. Il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée. Et il a en son sein, dans son gouvernement, autant de ministres de gauche, si ce n'est plus que de ministres de droite. Donc, à la limite, vous pouvez me dire qu'il est des deux, mais pas qu'il est un président de droite. En tout cas, projet contre projet, on verra qui est le plus à droite entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Sur le régalien aussi, les résultats, quand même, ne sont pas vraiment là, quoi. Parce que, bon. Vous l'avez dit, Emmanuel Macron a souhaité faire exploser la droite et la gauche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a particulièrement bien réussi à gauche. La gauche a de fortes chances de ne pas être présente du tout au second tour pour la deuxième élection présidentielle successive. Oui. Est-ce que c'est un déséquilibre dangereux selon vous ? Je vous dis, moi, je crois beaucoup au clivage gauche-droite. Je crois qu'il n'a pas disparu totalement de notre pays. Je crois que beaucoup d'électeurs se sentent perturbés par cette volonté de vouloir l'avoir fait voler en éclats. Je trouve que ce n'est pas une bonne chose pour la démocratie, que ça a été fait en tout cas trop rapidement. La gauche, non, existe encore dans notre pays. Hein. Elle peut prendre des formes diverses. Hein. Si vous voyez Yannick Jadot, les Verts, tout, pour moi, c'est la gauche. Hein. Madame Hidalgo, au Conseil de Paris, est totalement alliée avec les Verts pour mener une politique de gauche à Paris. Donc la gauche est encore présente. Maintenant, elle est victime, mais ce n'est pas à moi de l'analyser, hein, mais elle est victime de ses divisions et de sa non-ligne idéologique depuis plusieurs années, puis peut-être de ne pas sélectionner les bons candidats. Il y a aussi une question qui m'a été posée, attendez, il faut juste que je la retrouve. Elle est là, c'est ça, c'est 10 Prime qui vous demande quel est votre avis sur la défiance vis-à-vis des vieux partis comme LR et le PS? Parce que c'est aussi ça, l'analyse de ces dernières années. LR et le PS ont été affaiblis au cours des élections. Oui, Et quelle est votre analyse de ça? Est-ce qu'on a besoin de vieux partis? Le clivage gauche-droite auquel vous vous référez, a-t-il besoin de ces deux gros blocs à l'époque? Alors pourquoi vieux partis? Parce que dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'un parti? C'est une organisation qui permet de mener à bien des opérations électorales, d'incarner des lignes politiques, idéologiques quand on mène une politique. Et on voit bien que les partis ne sont pas morts. Regardez le succès des opérations des Verts avec leur primaire, le succès de notre congrès. Et puis, on dit que les partis sont morts, mais Édouard Philippe crée un parti. C'est quand même... Alors, ça voudrait dire qu'il l'a fait à contre-temps. Oui, mais il a créé un parti. Et puis, LREM est toujours là, visiblement. Alors, c'est un parti qui peine voilà, à s'implanter. Localement, ils n'ont pas réussi. Parce que quand vous dites les vieux partis, mais LREM qui se voulait un nouveau parti, n'a absolument pas réussi à s'implanter localement. Rome ne se fait pas en un jour. Vous savez, la politique, c'est quelque chose de sérieux. Donc, il faut avoir une certaine expérience. Et les partis donnent un cadre réglementaire pour mener une politique. Donc pour moi, ils ne sont pas morts, mais ils doivent pouvoir, pardonnez-moi, ils doivent pouvoir se réformer de l'intérieur et faire leurs aggiornamento. Il n'y a rien de pire en politique que quand on n'écoute pas les électeurs et quand on n'essaye pas de changer ce qui les a dégoûtés à un moment. Vous avez parlé du Congrès, et on va en parler de ce fameux Congrès Les Républicains. Avec plaisir. Je précise que vous avez été une soutien de Xavier Bertrand. Oui. On va en parler, mais avant ça, sur l'idée même de Congrès, ça a été un psychodrame à droite. Faut-il faire un Congrès, une primaire en septembre dernier? On ne savait pas. Finalement, après coup, Valérie Pécresse a remporté ce Congrès. C'était une bonne idée, ce Congrès?
De toute façon, c'est pas moi qui ai décidé. Hein. C'est votre famille politique. Oui, il y a une famille politique avec à sa tête un exécutif, avec Christian Jacob. Et Christian Jacob a décidé de donner les clés de la décision aux adhérents. Donc il a fait une grande consultation et les adhérents ont dit non à une primaire ouverte parce qu'ils avaient été traumatisés de ce qui s'était passé en 2016. Et c'est eux qui ont décidé qu'il valait mieux un congrès. À partir du moment où on interroge les adhérents, on suit évidemment la décision des adhérents qui est souveraine. Hein. C'est comme quand on fait des élections et qu'on suit le résultat des élections parce que le peuple est souverain. Donc à partir de, il ne m'appartient pas, moi, a posteriori, de dire si c'était une bonne ou une mauvaise idée. C'était le choix des adhérents et ça s'est organisé plutôt bien. Hein. Les débats ont été sereins. Je pense qu'on en sort grandi. Il se trouve que vous avez soutenu un candidat qui a perdu des plumes dans cette aventure qu'a été le Congrès. Xavier Bertrand a accepté finalement de se prêter au jeu du choix du candidat de la droite par les adhérents du parti. Ça n'a pas fonctionné, il n'a pas réussi à se qualifier au second tour. Il le regrette aujourd'hui d'avoir participé au Congrès? Pas du tout. Non, non, pas du tout, parce que quand on fait de la politique, on assume ses choix. Si on n'assume pas ses choix et qu'après on pleurniche, quel exemple on donne aux électeurs et aux citoyens à qui on demande de s'engager? Non, 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 il ne regrette pas son choix. Évidemment, il aurait préféré arriver en tête, je ne vais pas vous le cacher, mais il a réagi avec beaucoup de courage, de dignité. Il avait toujours dit qu'il le ferait. Et il avait signé une charte pour dire, comme tous les concurrents d'ailleurs, qu'il suivrait celui qui était sorti vainqueur, ce qu'il a fait. Et il faut aller de l'avant, il ne faut jamais regarder dans le rétroviseur en politique. Hein. Dès le lendemain, on réattaque et on est tous pour la victoire de Valérie Pécresse. Ce n'est pas des éléments de langage. Moi, je souhaite vraiment la victoire de ma famille politique qui a beaucoup de choses à proposer. On l'a vu dans ces débats. Il y a Ophu qui voulait vous demander tout simplement, est-ce que Xavier Bertrand va bien? Xavier Bertrand va très bien. Vous avez eu ces nouvelles? J'ai lu au téléphone encore hier. Il est en pleine forme. Alors, il a quand même évidemment réfléchi à ce qui s'était passé parce que c'est important, mais c'est quelqu'un qui est dans l'action et qui est très solide physiquement et mentalement. Utopie voulait vous demander comment se fait-il qu'une sénatrice, Les Républicains, soutienne un candidat au Congrès qui n'est pas dans le parti Les Républicains? Moi, j'ai pris aussi un moment des distances avec ma famille politique. Vous vous êtes même présenté contre Les Républicains au niveau local? Non, c'est beaucoup plus... subtil que ça? Beaucoup plus subtil et compliqué que ça, parce que moi, j'ai été fidèle totalement à ma famille politique pendant des années. Je le suis restée même jusqu'aux échéances municipales et j'ai soutenu des candidats qui s'étaient présentés sous cette étiquette. Après, c'était beaucoup plus compliqué. Si vous voulez, j'y reviendrai dans quelques minutes. Mais ce que je veux dire, c'est que Xavier Bertrand a toujours été fidèle aux idées de la droite républicaine. Il a dirigé à un moment la famille politique. Il a été plusieurs fois ministre, sous Sarkozy, sous Chirac. Donc on ne peut pas taxer un homme d'État comme ça, qui a défendu les idées de sa famille politique durant des années, d'avoir claqué la porte tout court, et de lui faire un procès en non-loyauté. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas été loyal, entre guillemets, il aurait cédé aux sirènes du macronisme, par exemple, qui à un moment lui avait proposé d'être ministre, et même, je crois, Premier ministre, paraît-il. Je l'ai lu, ce n'est pas lui qui me l'a dit. Il n'a pas créé son parti. Il a créé la Manufacture, qui était un gros think tank. Il n'a pas, à partir de la Manufacture, donné d'investiture aux législatives, par exemple. Donc, à un moment, il a été en désaccord avec la ligne politique du parti. Il a pris ses distances, ce qui est aussi une forme d'honnêteté intellectuelle. Mais il est toujours resté fidèle à ces idées-là. C'est intéressant de revenir justement... Vous savez, pardon, je peux rajouter quelque chose? Je vous en prie, allez-y. Moi, j'en connais un certain nombre aussi qui ont été ces dernières années en total désaccord avec la ligne politique du parti et qui pourtant sont restés pour des questions personnelles, tactiques. Cyniques. Ça, c'est pas bon pour la famille politique et c'est peut-être encore bien moins bien. C'est intéressant de rappeler qu'effectivement Xavier Bertrand a quitté la direction du parti Les Républicains, quitté le parti Les Républicains à l'époque en contestation de la ligne politique de Laurent Wauquiez, très droitière, trop droitière selon Xavier Bertrand. Il se trouve que le Congrès a aussi été riche d'enseignements. Les adhérents ont choisi de placer en tête Éric Ciotti. Éric Ciotti sur une ligne à droite, assumée, très à droite même. Une question de Chiro Mirad qui vous demande, avez-vous été surprise par le score obtenu par Éric Ciotti? Oui. Moi, j'étais un peu surprise, j'avoue. J'étais un peu surprise, tout simplement parce que j'essaye d'analyser, en tant que responsable politique, les sondages aussi. Et les sondages donnaient Éric Ciotti très bas.
au début du congrès et des différentes discussions, émissions et tout. Et donc j'ai été surprise de sa remontée brutale, même si on avait commencé à m'en parler. Voilà, ne serait-ce que pour cette raison-là. Hein. Okay. Après, je vous dis encore une fois... Mais alors, sur le fond, qu'est-ce que ça dit de l'évolution idéologique du Parti Les Républicains? Il y a une droitisation quand même, il y a une radicalisation. Qu'est-ce que ça veut dire la droitisation? C'est la droite républicaine. Donc la droitisation, je ne sais pas ce que c'est. La droite, c'est la droite. La droite républicaine. La droite peut être plurielle. Okay. La droite peut avoir, au sein du Parti Les Républicains, je parle de la droite républicaine, peut avoir des courants qui sont divers, peut avoir des sensibilités diverses. Moi, sur certaines questions sociétales, je ne suis pas toujours en accord avec un certain nombre de mes collègues, y compris parlementaires. Mais c'est ça qui fait la richesse du débat, d'idées, etc. Et on n'est pas tous derrière une même ligne politique qui ne dévie pas. Si, on est tous derrière un même corpus idéologique, c'est la droite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais pour autant, on peut avoir des divergences. Donc une partie des adhérents ont choisi Éric Ciotti, une partie a choisi Valérie Pécresse, une partie a choisi Xavier Bertrand. Ça s'est joué à quelques milliers de voix à peu. Oui. Donc moi j'ai bien aimé que toutes les tendances au sein des Républicains aient été représentées durant ce congrès. C'est ça la richesse finalement. Tout ça dans le respect les uns des autres. C'était un congrès. Éric Ciotti a annoncé pendant sa campagne qu'en cas de second tour entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron, il voterait Éric Zemmour. C'est pas une ligne très républicaine, ça. Alors, dans l'histoire de ce parti, le gaullisme, le chiraquisme aussi, le refus. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, dans les médias, et c'est de bonne guerre, on simplifie les messages. Et donc, on a retenu... C'est lui qui les simplifie beaucoup. Là, ce qu'il a dit. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je n'aurais pas dit ça. Mais il l'a dit il y a quelque temps maintenant. Depuis, il est revenu beaucoup dessus. Même quand il a fait des déclarations au moment où Valérie Pécresse a été élue et désignée par les adhérents, il a dit moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit aux 20h, etc. Et depuis, moi j'ai assisté à un certain nombre de réunions où vraiment il a dit je suis Valérie Pécresse, je suis complètement en phase avec sa ligne, j'espère qu'elle va tenir compte des idées que j'ai défendues dans ce congrès. Et de toute façon, Valérie, pour gagner, il faut qu'elle rassemble, qu'elle tienne compte des différentes sensibilités, des idées qui ont été avancées pendant ce congrès, parce que c'est ça, pour rassembler les Français, il faut d'abord rassembler sa famille politique. Mais moi, j'étais, je vous dis, au Parti Les Républicains il y a quelques jours, à l'invitation de Christian Jacob, les sénateurs et les députés étaient invités pour écouter Valérie Pécresse. Il était là, il a bien redit qu'il la suivrait. Il l'a redit plusieurs fois, donc j'allais dire dont acte. Où en est-on, une question de Snarkouz qui vous demande où en est-on du cordon sanitaire? Cette fameuse doctrine politique chère au général de Gaulle puis à Jacques Chirac de pas d'alliance possible, pas d'amitié, pas d'accointance entre la droite républicaine et l'extrême droite. D'abord, merci aux questions de vos internautes qui sont toutes excellentes. Ah mais elles sont chouettes les questions, c'est des très bonnes questions que posent les internautes. Oui. Et je remercie. Il en est où ce cordon sanitaire? Ah ben, il n'a pas bougé, ni changé. Il s'est même, j'allais dire, renforcé. Pourquoi je vous dis qu'il s'est renforcé? Vous trouvez qu'il s'est renforcé? Pourquoi il ne serait pas renforcé? Parce que l'électorat semble... On revient sur le score important d'Éric Ciotti. L'électorat de droite semble, lui, moins attaché que les élus de droite au cordon sanitaire. L'électorat de droite, c'est le miroir de l'électorat français. Il n'est pas fait autrement. Un électeur, c'est un électeur. Bon, l'électorat de droite, il a peur quand il voit qu'il y a des problèmes d'insécurité en France, par exemple. Donc il nous dit, attention, là-dessus, on ne vous ratera pas. Nous, on veut de la fermeté, on veut de l'autorité. L'électorat de droite, il voit bien que l'autorité, en France, elle en a pris un coup et qu'elle s'est affaiblie. D'accord, sous le quinquennat Macron. Donc l'électorat de droite, il dit, moi, je vais regarder et je veux des propositions fermes. Bon. Donc là-dessus, il dit, c'est pour ça qu'il est séduit par Éric Zemmour. On veut pas de tergiversation et on ne veut pas de mollesse. D'accord mais pourquoi je vous dis que le cordon sanitaire il s'est renforcé par rapport aux extrêmes? Parce que depuis que j'ai commencé la politique, on me dit est-ce que vous n'allez pas vous aller avec l'extrême droite? À chaque fois on a dit non et à chaque fois on a tenu. Donc pourquoi il s'est renforcé? Parce qu'on n'arrête pas de le dire, mais toutes ces années on a tenu. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous ne vous mollissez pas, vous vous renforcez dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura pas d'alliance au niveau local, par exemple, pour les prochaines élections, entre les Républicains et des élus du Rassemblement national, par exemple? Pas de liste commune? Vous savez, hein, la politique, c'est à l'image de la société. Vous avez toujours des gens qui dévient de leur ligne, qui, pour des raisons locales, pour des raisons de carrière, pour des raisons de réélection, peuvent prendre les mauvaises décisions. Moi, jamais je ne ferai cette erreur, parce que je considère que c'est une erreur. Après, savoir s'il y en a qui le feront au niveau local, j'espère pas un. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Hein. Atinote, voulez-vous demander si Éric Ciotti avait remporté le congrès, vous l'auriez soutenu?
On s'était engagé à soutenir celui qui remporterait le congrès, parce que pour nous, c'était les adhérents. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont fait l'effort de réadhérer et de reprendre leur carte aux Républicains. C'était quand même 30 €. C'est un effort budgétaire qui n'est pas négligeable. Et moi, je veux remercier les électeurs qui ont fait ça, parce qu'ils ont fait cet effort pour dire, nous, on s'engage, nous, on veut que notre voix compte. Et moi, je trouve que c'est de très bon augure pour l'avenir. Et à partir du moment où ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient envie que leur voix soit entendue. Et il aurait plus manqué qu'à partir du moment où l'un de nous, parce que Éric Ciotti, c'est la droite républicaine, hein, je veux dire, c'est que si l'un de nous avait décidé de ne pas suivre le candidat qui avait été désigné, ça aurait été trahir l'électeur et trahir notre parole, puisque je vous dis, tous les concurrents ont signé une charte pour dire qu'ils soutiendraient le vainqueur. Donc pourquoi est-ce que Éric Ciotti aurait... Non, c'était le choix des adhérents. Vous pensez que tous les responsables et les élus, les Républicains, auraient soutenu Éric Ciotti? Je ne peux pas parler pour tous les responsables et les élus. On va parler que pour vous alors. Je pense que oui, moi c'est sûr. Je pense que oui, mais... Ok. Non, vous avez raison, vous ne pouvez pas parler à leur place. Donc je leur poserai la question. Je pense que oui. Parce que moi je connais l'unité qui règne au sein de la famille politique maintenant, qui sait que si elle est divisée, c'est fichu. Revenons à Valérie Pécresse, donc investie candidate pour les Républicains. Quel va être votre rôle dans la campagne? Alors tout ça, c'est en pourparlers. Hein. C'est en discussion. Voilà, c'est en discussion. Moi, j'étais porte-parole d'un candidat. J'ai beaucoup aimé cette fonction qui m'a honorée. J'ai beaucoup appris. J'ai pu aider le candidat à véhiculer un certain nombre de messages. On verra ce que Valérie Pécresse décidera de faire. Elle a aussi un certain nombre de proches autour d'elle. Donc on verra. Mais je veux bien croire qu'elle va rassembler et faire une belle équipe la plus large possible qui devrait pouvoir l'amener à la victoire. Et de toute façon, quel que soit le rôle que j'aurai, j'en aurai un en tant qu'élu, en tant que parlementaire, en tant que citoyenne aussi. Pour l'aider à arriver à la victoire. Il y a une question qui a été posée par Naoufel qui vous demande, sur une proposition de Valérie Pécresse qui a fait beaucoup réagir, des peines pénales adaptées selon le lieu de résidence de la personne condamnée. Est-ce que ce n'est pas anticonstitutionnel? Ça, il faudra voir. Ça risque, oui. Qui est-ce qui a posé la question? Naoufel vous demande, est-ce que ce n'est pas une proposition anticonstitutionnelle, Valérie Pécresse, qui propose, grosso modo, que les délinquants, dès lors qu'ils habitent dans des quartiers pauvres, auront des peines de prison? Moi, je connais Valérie Pécresse, elle n'est pas du genre à faire des propositions anticonstitutionnelles. Ça méritera d'être vérifié, évidemment. Là, je n'ai pas la réponse. Mais vous savez, le programme de Valérie Pécresse, il est à l'image du programme qui a été élaboré par les Républicains. D'ailleurs, chaque candidat a aussi pioché dedans, hein, parce que la famille... Alors, on parlait de la famille politique, c'est aussi évidemment fait pour ça, c'est pour apporter des idées pour le candidat. Donc, je veux dire, on verra. Moi, j'ai appris à être prudente en tant que législateur, mais je ne pense pas qu'elle ait fait une proposition qui soit anticonstitutionnelle. À vérifier, bien sûr. Il y a d'autres... il y a une autre question qui a été posée par John33 qui vous demande, est-ce que vous aussi vous faites un lien direct entre immigration et délinquance? J'aime pas bien ces débats-là et j'aime pas cette simplification. Alors comment vous la complexifiez cette question? Il faut la complexifier en étudiant exactement tous les chiffres, mais je n'aime pas ça parce que vous avez des délinquants qui sont de toutes origines, de tous bords. Vous avez des gens dans la société qui sèment le trouble, qui sèment le désordre. Et je n'aime pas ces simplifications. Parce que la simplification emmène à l'amalgame emmène à la fracture et à la stigmatisation. Et quand je vous disais que j'étais de droite et que j'étais de droite modérée, ça passe par là aussi. D'accord. On va parler du Sénat. Céline Boulay-Espéronnier, c'est parti pour le Sénat. Vous avez donc été élue sénatrice pour la première fois en 2017. Une question assez simple de... J'ai perdu son nom. Qui voulait savoir pourquoi avez-vous choisi le Sénat? Non, c'est Espy, voilà, Espy. Pourquoi avoir choisi le Sénat? Comment ça s'est fait? Comment vous êtes devenue sénatrice? Je suis devenue... D'abord, c'est un honneur et un plaisir sans nom d'être sénateur. C'est vraiment une très belle maison. Vous dites sénateur et pas sénatrice? Excusez-moi, c'est juste un détail. Les deux. Vous dites les deux? Non, alors là, les deux. Moi, je ne suis pas du tout dogmatique en la matière. En général, je dis sénatrice parce que je trouve que c'est bien de féminiser un peu les titres, mais alors les deux. Je ne suis pas du tout dogmatique. Je me posais la question en vous l'entendant le dire. Qui enguirlande tous les élus qui la traitent de mère. Non, mais Philippe Dominati, qui était sénateur sortant, m'a proposé d'être sa colistière sur sa liste. C'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, très travailleur, vice-président de la commission des finances. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec lui dans cette campagne. Je suis devenue sénateur en étant colistière sur sa liste. Voilà, ça a été un hasard, mais pas tant que ça, puisque j'avais beaucoup travaillé au niveau local à Paris. J'étais conseillère de Paris. Et donc, c'était aussi la suite logique.
Et c'est un beau mandat, le mandat de sénateur. Parce que contrairement au mandat de député, je n'oppose pas l'un à l'autre, hein, mais dans la Chambre haute, on a très souvent plus le temps, puisqu'on est souvent en deuxième lecture sur les projets de loi, les propositions de loi, de travailler les dossiers sur le fond. Et moi, c'est quelque chose qui me convient bien. Vous vous en doutez, beaucoup d'internautes m'ont posé des questions sur le Sénat, son utilité notamment. Oui. Gersiflet, par exemple, vous demande à quoi sert le Sénat. Ne faudrait-il pas supprimer cette assemblée désuète et la remplacer par quelque chose de plus démocratique? J'aimerais demander très gentiment pourquoi est-ce qu'il pense que le Sénat est désuet. D'abord, le Sénat, vous savez que, juste pour l'anecdote, la moyenne d'âge n'est pas sensiblement différente de celle de l'Assemblée nationale. 10 ans de plus quand même, je crois, de mémoire. Non, un peu moins, elle est autour de 60 ans. Maintenant, alors ça s'est un peu encore rajeuni au dernier renouvellement. Oui, c'est vrai, j'ai pas recalculé, c'est vrai. Mais non, c'est pas si important que ça. Désuète, non, c'est le bicamérisme. Hein, le bicamérisme, voilà, c'est la Chambre haute et l'Assemblée nationale. C'est le système français et est fait de cette manière. Donc, il n'y a pas de raison qu'on supprime le Sénat au profit de l'Assemblée nationale. Et cette histoire de deuxième lecture avec la navette parlementaire, c'est quelque chose qui est très sain pour la démocratie parce que ça nous permet d'étudier les textes sur le fond. Et si votre internaute, j'aimerais bien en parler avec lui plus en détail un jour, je pourrais lui expliquer que le Sénat fait évoluer les textes, n'est pas du tout dans l'obstruction parlementaire. Et très souvent, on vote les textes en les ayant fait évoluer, en leur ayant donné plus de qualité, le nom m'échappe, mais on amende les textes et on a vraiment une fonction qui est très importante dans l'élaboration de la loi et dans le contrôle de la loi. Et c'est important qu'il y ait les deux chambres. Toral vous demande, est-ce que vous pensez que notre système électoral crée suffisamment de représentativité? C'est aussi une critique souvent émise envers le Sénat, envers l'Assemblée nationale aussi, remarque. Manque de parité, profil sociologique un peu plus aisé que la population. Absolument, la parité, c'est un sujet. Le Sénat, au contraire, est très représentatif de la population puisque c'est l'Assemblée des territoires. Et les sénateurs sont... Sociologiquement, c'est pas... c'est l'Assemblée des territoires. Les sénateurs sont issus des territoires. Géographiquement, je suis d'accord. Voilà, et des départements. Et donc, pourquoi sociologiquement? Non, au contraire. Moi, je vois mes collègues sénateurs qui sont très au contact de leur département, voient tout à fait ce qui s'y passe. Très souvent, les sénateurs sont d'anciens députés ou ça peut être d'anciens ministres qui connaissent très bien la population française, la cartographie et qui connaissent très bien la culture de leur territoire. Non, c'est vraiment totalement représentatif de la France, au Sénat, tout comme l'est l'Assemblée nationale, avec des systèmes électoraux différents. Sur la parité, justement, Shurimat vous demande, le Sénat fait-il assez de place aux femmes? Et sinon, comment pourrait-on l'améliorer? Je crois qu'on est sur un peu plus de 2 tiers, 1 tiers. Alors là, moi, donc 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes. Voilà, je suis totalement d'accord avec, avec votre internaute, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui pense que la parité, c'est quelque chose d'important. Là, la parité, c'est assez décrié. Hein. Il y a beaucoup même de femmes politiques qui trouvent qu'on n'a pas besoin de quotas pour y arriver. Moi, je suis de celles qui pensent que les quotas, ça a aidé. D'ailleurs, moi, je suis arrivée en politique avec la parité en 2001. Et comme un certain nombre de collègues féminines, il y en a qui n'ont pas réussi à se faire élire, pour qui, voilà, qu'on avait trouvé parce qu'il fallait effectivement des quotas et la parité, et finalement ça ne leur a pas convenu, et elles ont fait autre chose après. Mais je pense que quand on a été fait pour ça, c'était dommage de se faire bloquer parce que c'était un système qui était quand même profondément masculin. Et juste pour l'anecdote, et pour en revenir au Sénat ou même au système électif pour les députés, très souvent d'ailleurs, on a eu des collègues masculins qui ont essayé de contourner le système en disant, parce que vous savez que sur les listes, il y a un millefeuille, c'est-à-dire que c'est un homme, une femme pour les élections, et très souvent, dans des circonscriptions qui étaient difficilement gagnables, on n'allait faire qu'un élu, on mettait un homme en tête de liste. Oui, et quelquefois, il y en avait qui faisaient plusieurs listes en se mettant en tête de liste, et puis comme ça, il y avait 3 hommes élus au lieu d'avoir un homme et une femme. Bon voilà, il y a ce genre de contournement encore, mais il faudra vraiment travailler à ce que ça arrive de moins en moins à l'avenir. Emmanuel Macron avait proposé de réduire le nombre de sénateurs. Après discussion, Gérard Larcher avait fini par être d'accord. Finalement, il n'y aura pas eu de réforme des institutions. Bruno Le Maire, dans son livre, propose de ne donner qu'un rôle consultatif au Sénat. Donc la question de l'organisation des pouvoirs fait partie du débat public. Qu'est-ce que vous pensez? C'est une question de Karianne. Que pourrait-on faire pour améliorer le rôle
rôle du Sénat? Alors, excellente question à nouveau. Je ne sais pas si le rôle du Sénat a besoin d'être amélioré. Il faut toujours améliorer les choses, mais je pense que, comme je vous le disais, ça fonctionne bien. L'une des choses que je reproche à Emmanuel Macron, c'est d'avoir voulu enjamber le Parlement en permanence durant son quinquennat. Vous savez, une chose qui le caractérise, c'est de vouloir diriger la France avec un petit groupe de personnes. C'est ce qu'on pourrait appeler la préfectoralisation de la vie politique française, alors que le Sénat est très utile en contre-pouvoir, je vous disais, hein, non seulement on vote la loi, mais en plus on contrôle l'action du gouvernement. Il a voulu effectivement mettre en place la réforme des institutions pour réduire le nombre de sénateurs, et vous voyez bien que ça n'a pas fonctionné, notamment à cause de l'affaire Benalla. Mais le rôle du Sénat, c'est d'être un contre-pouvoir qui est vraiment très important pour l'indépendance politique dans la République. Ça, c'était sur les questions essentiellement institutionnelles. J'ai aussi des questions sur les propositions de Valérie Pécresse dans son programme politique. Raph vous demande, Madame Pécresse envisage d'augmenter de 10% le salaire net en rognant sur le salaire brut, plus particulièrement en supprimant les cotisations retraite. Si vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous remettez à l'ordre du jour la réforme des retraites? Il faudra. D'ailleurs, je crois qu'Emmanuel Macron est le seul président de la 5e à ne pas avoir pu toucher à la réforme des retraites et mener à bien une réforme quelle qu'elle soit. Donc bien sûr que ça sera une des premières choses qu'on remettra sur la table. Et d'ailleurs... Excusez-moi, je reviens sur Emmanuel Macron, c'est pas faute d'avoir voulu la réforme et les retraites. C'est à cause du Covid que la réforme des retraites s'est arrêtée. Ah non, pardon, moi j'ai vécu les débats où personne n'y comprenait rien, avec des usines à gaz absolument épouvantables avant que la pandémie n'arrive en France. Et finalement, ça avait été abandonné parce que personne n'y comprenait rien et que c'était beaucoup trop compliqué. Et on voit bien qu'il y a eu un espèce de pataugeage dans cette réforme des retraites et tout, qui fait que du coup, après il y a eu le Covid bien entendu, mais que le démarrage avait été tellement mauvais que le gouvernement était totalement décrédibilisé sur cette question. Pourtant, repousser l'âge de départ à la retraite fait partie des propositions de Valérie Pécresse. Donc il y a un accord avec le gouvernement là-dessus. Mais il faudra absolument... oui, mais ça, c'est une idée qui n'est pas nouvelle à droite. Hein, bien au contraire, c'est des idées qu'on a portées. Sarkozy a fait cette réforme, et puis après, Fillon avait mis ça dans son programme. Et Valérie Pécresse est très ferme sur quelque chose qui, à mon avis, est important. C'est de dire que les grandes réformes doivent être menées dès les premières semaines et dès les premiers mois de l'accession du nouveau président de la République, parce qu'après, c'est très difficile de faire des réformes importantes comme celle-là. Emmanuel Macron avait fait sa réforme du travail par ordonnance au tout début de son quinquennat. Oui. Il aurait dû, vous pensez, continuer avec la réforme des retraites? Oui, bien sûr, par ordonnance, mais ici est très mal pris. Mais en tout cas, ces réformes doivent être faites dès le début. Et ça, Valérie Pécresse le dit et le redit, et je suis totalement d'accord avec elle. Parce que d'ailleurs, regardez, pardonnez-moi, je rajoute une chose. Dans le quinquennat, c'est difficile de... Ça passe très vite, 5 ans. Hein. On a le temps de faire des choses, mais ça passe quand même vite. Il suffit qu'il y ait une crise endogène, comme le Covid, comme la crise des subprimes, comme les attentats. Et puis là, vous n'avez plus de place, plus beaucoup de place pour faire des réformes après coup. Parce qu'il faut gérer en plus l'après-crise, avec toutes les conséquences économiques que ça entraîne. Donc, il faut faire les réformes tout de suite. C'est ce que Emmanuel Macron n'a pas fait. Doc Barberousse vous demande quelle est votre position sur la proposition de Valérie Pécresse de diminuer le nombre de fonctionnaires à l'heure où l'hôpital public est sinistré. Ça pose la question de savoir comment, au-delà de la suppression du nombre de fonctionnaires, comment on peut réaffecter les fonctionnaires pour qu'ils soient mis à des postes où ils sont le plus efficaces possible. Voilà. Je pense que la France est très attachée à sa fonction publique. Il y a certainement un nombre de fonctionnaires qu'il faudrait peut-être supprimer, ou en tout cas peut-être ne pas renouveler un certain nombre de départs à la retraite. Mais c'est surtout le problème de l'efficacité de la fonction publique. Vous savez, il y a un gros problème en France, et c'est pour ça aussi que nos concitoyens en ont marre, et je les comprends, c'est qu'on est les champions du monde de la dépense publique, et pour autant, on n'a pas les services publics qui correspondent à la dépense et aux sacrifices que sont pour les Français tous ces impôts qu'ils doivent payer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'hôpital n'est pas assez efficace? Pour reprendre l'exemple de l'hôpital, on pourrait parler de la justice. Il y a une mobilisation des magistrats en ce moment qui dénonce le manque de moyens, le nombre de postes, absolument. La recherche. Si vous prenez l'hôpital, c'est très symptomatique. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais si vous comparez à l'Allemagne, vous avez beaucoup plus de personnel hospitalier, médecins, infirmières, etc., que d'administratifs dans l'hôpital. En France, c'est l'inverse. Vous avez... Je ne sais plus le chiffre exact, pardonnez-moi, mais vous avez peut-être 2 tiers d'administratifs pour 1 tiers de personnel soignant.
Et c'est de ça dont on souffre en France, en fait. Donc il faut peut-être réaffecter, réinjecter de l'utilité dans certaines fonctions dans la fonction publique. Voilà. Que les Français aient l'impression d'en avoir pour leur argent, parce que c'est ça. Ils ont l'impression de payer énormément d'impôts, ce qui est le cas, mais de ne pas toujours avoir les services publics en conséquence. Donc c'est la question pas de l'utilité, mais de l'efficacité. De l'efficacité. Ouais. D'accord. On a bien compris votre position sur ce sujet. Vous avez rendu un rapport sur le télétravail récemment. Télétravail qui a beaucoup été utilisé dans le cadre du Covid pour faire face à la pandémie. Nicolas vous demande, est-ce que le télétravail est bien encadré actuellement selon vous ? Oui, mais il va falloir qu'il le soit de plus en plus. Alors, le rapport sur le télétravail, je vous remercie de m'interroger là-dessus. Alors, expliquez-moi, c'était quoi ça ? A été élaboré dans le cadre de ce qu'on appelle Alors, au Sénat, vous avez des commissions permanentes, la culture, la défense, les finances, les lois. Et vous avez aussi des délégations. Et ça, c'est une délégation qui s'appelle la délégation à la prospective. La délégation, on réfléchit à des sujets, mais ce n'est pas obligé d'y assister comme pour les commissions permanentes. Mais ça nous permet de réfléchir à des sujets qui sont hors champ des commissions permanentes. Et là, c'est une délégation qui est unique, qui n'a pas été créée à l'Assemblée nationale, qui est une délégation à la prospective, qui a été créée par Gérard Larcher, le président du Sénat, pour permettre aux parlementaires, aux sénateurs, de réfléchir à des sujets sur le long terme. Donc, par exemple, à 20, 30 ou 50 ans. Vous savez que souvent, les politiques sont dans le court terme, parce qu'ils sont élus pour pas longtemps, ils pensent à leur élection, donc ils pensent à l'immédiateté des mesures qui doivent être prises. Là, on a voulu réfléchir à ce que serait le travail à horizon de 20, 30, 50 ans, à l'aune de ce qui s'était passé dans le Covid. Donc c'est assez intéressant, cette délégation à la prospective, parce que ça nous permet d'aborder des sujets d'actualité, mais à 20, 30, 50, 60 ans. Donc là, pour le télétravail, on s'est interrogé de savoir si ce serait pérenne, puisqu'il s'était considérablement développé pendant la crise Covid. Aujourd'hui, on est à 7% de télétravailleurs et on estime qu'à 30 ou 50 ans, on sera peut-être à 45 ou 50% de télétravailleurs. Ah oui, ça va faire beaucoup, oui. Ça va faire beaucoup. Donc la question de retraite en haute est très importante parce qu'il faut évidemment encadrer. Mais ça, c'est le fruit d'un travail collectif où on met tous les acteurs autour de la table. C'est-à-dire on met le chef d'entreprise, on met le salarié, on met les syndicats, on met les partenaires sociaux et on voit comment on peut encadrer, parce que ça peut donner lieu à des abus. Ça peut donner lieu aussi à des détresses psychologiques, où le salarié se retrouverait chez lui sans jamais plus voir un collègue. Ça a été le cas pendant le Covid. Des témoignages sont remontés de la part de travailleurs qui n'ont pas bien supporté le télétravail. Où les gens ont été très résilients, mais ça a été soudain et de toute façon tout le monde a essayé d'être résilient, mais à partir de là, il faut quand même réfléchir à comment ça peut avoir lieu sur le long terme. Puis le télétravail pose un autre problème aussi, c'est que ça ne peut pas toucher toutes les professions. Ça touche beaucoup le tertiaire, par exemple, mais un agriculteur ne pourra pas télétravailler. Ah non, c'est sûr. Donc ça pourra créer aussi des ruptures d'égalité dans la société française auxquelles il faudra faire absolument attention. Mais on pense vraiment que ça va s'installer durablement et que ça va être une solution qui va être assez pérenne. Mais bon, voilà, on n'a pas assez de temps pour développer, mais ça peut être aussi un facteur d'aménagement du territoire. Où le télétravail a tendance à se développer plutôt dans des villes moyennes à forte valeur ajoutée, mais il faudra aussi le développer dans des zones plus rurales, voir ça avec les collectivités locales, voir comment ça pourra être un peu subventionné. Il y a la question des tiers-lieux, enfin plein de choses, mais c'est une question importante. Lomi qui vous demande, pensez-vous que le gouvernement aurait dû imposer le télétravail à chaque reprise de l'épidémie plutôt que simplement l'encourager ? Intéressant parce que ça repose la question de la coercition contre l'incitation. Oui, j'allais vous dire. Non, parce que justement, ça rejoint la question précédente, c'est-à-dire que tout n'a pas été complètement calé et encadré, donc on ne peut pas imposer un système qui ne sera pas à l'heure actuelle complètement parfait, qui est perfectible et qui pose un certain nombre de questions. Donc on ne peut pas imposer un système qui pourrait amener à certaines situations un peu délicates. Je vous donne un exemple. Un manager qui voit la personne qui travaille pour lui tous les jours peut identifier des situations de stress au travail, de burn-out, de mauvaise organisation. Dès lors que quelqu'un ne fait que télétravailler, le manager ne peut pas forcément identifier s'il y avait certains de ces problèmes. Donc ça pose la question aussi de savoir s'il faut que ce soit 1 ou 2 jours par semaine, 1 ou 2 jours par semaine, totalement, etc. Tout ça n'a pas été encore totalement calé. Donc on pourrait vous rétorquer que dans le cadre du Covid, il s'agissait aussi de protéger les salariés et que peut-être des employeurs ont abusé, alors qu'ils auraient pu mettre en place le télétravail, qu'ils n'y étaient pas obligés. Donc ils ont dit, bah non, ils vont continuer à venir au bureau et c'est comme ça. Mais encore une fois, c'était une situation d'urgence où il avait fallu faire preuve de résilience. Mais maintenant, on a un peu de recul. D'où l'intérêt du rapport. J'ai reçu des questions pour vous également sur la question du cannabis. Oui. La Bunta vous demande, l'Allemagne va légaliser le cannabis. En tant que LR, êtes-vous favorable à importer cette mesure en France ? Non.
Vous n'êtes pas pour la légalisation, la dépénalisation du cannabis? Et je sais que de mes collègues au sein des LR étaient pour la légalisation du cannabis, moi non. Parce que j'ai un problème, moi, à vouloir légaliser quelque chose qui est nocif. Voilà, on sait que c'est une substance qui est nocive pour nos enfants, pour les adultes, si on fume trop. Il y a des problèmes de sécurité, des accidents de voiture, etc. Et donc, je ne vois pas pourquoi je légalise. Moi, ce n'est pas ma façon de voir que de vouloir légaliser. Non, mais c'est un débat de fond qu'on peut avoir, mais moi, ce n'est pas je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et en plus, je pense que ça ne résoudra rien, pour tout vous dire. Je rigole parce que tout à l'heure, dans le chat, quand vous parliez du fait que vous préférez les mesures incitatives qu'aux mesures coercitives, quelqu'un disait tu lui demanderas tout à l'heure pour le cannabis si elle ne préfère pas encourager la non-consommation plutôt que de le... Ah ben bien sûr. Donc légaliser. Donc je suis... Non. Légaliser et inciter à ne pas consommer plutôt que d'interdire de consommer. Non. On peut faire les deux. On peut interdire et expliquer pourquoi interdire. D'accord. Pas juste interdire en disant c'est mauvais pour vous, fermez le banc, circulez, il n'y a rien à voir. Beaucoup d'internautes dans le chat font remarquer que le tabac et l'alcool ne sont pas interdits, mais sont dangereux et nocifs. Non. J'ai flairé un peu un piège en fin d'interview. Oui, vous avez raison. Il y a un piège, Il faut toujours mettre les politiques en face de leurs contradictions potentielles. Vous avez raison. C'est ce que je viens de faire. Et en plus, il faut être clair vis-à-vis des internautes, des téléspectateurs et tout. Alors. Vous auriez pu me piéger si vous m'aviez dit aujourd'hui c'est légal, est-ce qu'il faut l'interdire? C'est interdit, vous me demandez s'il faut le légaliser. Donc là, c'était le raisonnement inverse. C'est vrai. Donc moi, je ne suis pas pour désinterdire le cannabis. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Sauf que s'il était légal aujourd'hui, et que je vous disais tout à l'heure, il faut des mesures incitatives. Ah oui, d'accord. Là, il faut l'interdire. Là, j'aurais été en contradiction. Mais encore que, dans mon ADN politique et personnel, je peux vouloir vous le dire, je suis plus pour la liberté, essayer d'inciter, etc. Et puis tout d'un coup, sur une mesure, dire non, là, il faut interdire, ça n'empêche pas. Et donc, il n'y a pas vraiment de contradiction. Donc, vous n'êtes pas pour l'interdiction du tabac, de l'alcool, qui sont des produits nocifs? Ah non, pitié. Ah, mais c'est bon. On peut pas on tout peut interdire. y voir une contradiction dans votre discours. Pour l'instant, le législateur a décidé que le cannabis était interdit. Je ne suis pas pour qu'on revienne là-dessus. D'accord. Voilà, c'est tout. Cyril Huch vous dit que la sécurité est une priorité à droite. On sait que la vente de drogue est une source d'insécurité et les prohibitions n'ont jamais fonctionné. Quel est votre point de vue? Qu'on fasse ce qu'on vient de se dire. Ce qui veut dire, c'est que légaliser le cannabis pourrait aussi permettre de faire reculer l'insécurité. C'est aussi un argument qui pourrait vous séduire. Mais en quoi est-ce que la légalisation du cannabis ferait reculer l'insécurité? C'est-à-dire que comme c'est permis, il y aurait moins d'accidents de voiture si on en fut à en prendre le volant? Non, c'est pas l'exemple. Je pense que l'exemple, c'est le redéploiement des forces de police qui aujourd'hui sont occupées quotidiennement à arrêter des petits dealers qui pourraient s'occuper d'autre chose. Non, mais la drogue est interdite en France. Oui, et donc du coup, ça demande beaucoup de policiers pour veiller à cette interdiction, si on autorise. Et vous pensez que si on autorisait, ça résoudrait le problème? Pourquoi la drogue est interdite en France aujourd'hui? Parce que c'est nocif, vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, parce que c'est nocif. Donc pourquoi est-ce qu'on légaliserait quelque chose qui est nocif? Ah non, moi Donc l'argument de l'insécurité, pour vous, ne tient pas du tout. Le fait que c'est légaliser ou dépénaliser le cannabis pourrait aussi permettre d'apaiser la situation. Non mais attendez, il y a des priorités. Non mais bien sûr que l'argument de la sécurité est très important, mais il y a des priorités. La priorité, il me semble que dans ces matières, c'est la santé. Voilà. Une dernière question. Noémie, qui vous demande, on entend rarement parler dans votre groupe politique d'écologie. Il serait intéressant de savoir ce que vous pensez sur ce sujet. Ce que je pense sur ce sujet, c'est que l'écologie. Faut-il lutter contre le réchauffement climatique et si oui, comment? On va dire ça comme ça. C'est dur en fin d'interview, je sais. Non, c'est un sujet qui est majeur, bien évidemment. Et c'est un sujet de préoccupation pour les jeunes. Je le sais. Les jeunes, nos enfants qui sont vraiment très sensibilisés à ces questions, qui sont très conscientes des dangers. On pense notamment au réchauffement climatique. Donc bien évidemment que c'est un sujet majeur, mais pourquoi dit-on qu'on n'entend pas ces sujets à droite? Moi, je ne suis absolument pas d'accord. Valérie Pécresse va développer son programme là-dessus. On explique très régulièrement que c'est un sujet qui est de préoccupation pour nous. Et je ne comprends pas pourquoi, finalement, on serait moins crédible que d'autres formations politiques sur ces sujets. Moi, je voudrais que vos internautes me l'expliquent. Alors comment ça se fait que la gauche arrive à être plus présente que la droite sur ce sujet-là? Oui, mais la gauche, on disait tout à l'heure, elle est en difficulté et quasiment elle n'existe plus. Donc on ne peut pas dire qu'elle soit plus présente et plus crédible sur ces sujets. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'elle serait beaucoup plus forte qu'elle n'est aujourd'hui. En tout cas, sur ce sujet-là, elle est mieux identifiée, je pense, par les électeurs que la droite. Mais on peut en discuter, oui, mais c'est une question d'identification, encore une fois. Mais ça veut dire qu'on a des progrès à faire en termes de pédagogie,
et qu'il faut développer un certain nombre de choses dans notre programme. Mais une formation politique aujourd'hui qui se dit prête à gouverner comme nous le sommes et qui ne serait pas consciente de l'importance de ces sujets serait une formation politique qui serait inconsciente. Or, ce n'est pas notre cas. Et puis, on a eu des grands hommes politiques dans notre formation politique qui ont été très en pointe sur ces sujets. Rappelez-vous du Grenelle de l'environnement. C'était Jean-Louis Borloo à l'époque. Oui. Et puis Nathalie Kosciusko-Morizet, Nicolas Sarkozy. Rappelez-vous aussi, le premier ministère de l'Environnement, c'était Georges Pompidou. Ouais. Bon, donc on n'a pas attendu la gauche pour être sur ce sujet. Ce que je regrette, c'est qu'à gauche, c'est tout de suite extrêmement politisé. Donc de fait... Pourquoi c'est pas politique comme sujet? De fait, souvent, ce n'est pas crédible chez nos concitoyens parce qu'il y a une intention politique derrière. Et dans un contexte de défiance de nos concitoyens vers le politique, je pense que c'est des sujets qu'il ne faut pas politiser à outrance. Il peut y avoir... évidemment, des différences idéologiques sur la manière d'appréhender ces sujets. Mais par définition, ce sont des sujets qui concernent tout le monde. Voilà. Après, évidemment, nous, vous savez, on est anti-écologie punitive et on lie intimement et intrinsèquement l'économie à l'écologie. Merci. Céline Boulay-Espéronnier d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de Sénat Stream. Je vous dis à la rentrée en janvier. Bonne fin de soirée. À plus. Ciao. Revoir ce programme en replay sur publicsénat.fr. L'actualité parlementaire et politique continue sur publicsénat.fr.